Dans ce nouvel épisode du podcast Plus de 112, on reçoit une artiste aux multiples casquettes, Fatem Layachi, comédienne, metteur en scène et chroniqueuse. Salut Fatem, comment tu vas? Salut Etman, écoute, ça va. Très bien, très bien. Je suis très content de t'avoir sur ce podcast et je pense que ça va être très intéressant. J'espère. Alors, tu es né à Casablanca en 1983. Tout à fait. Tu étais dans un lycée français dans les années 90-2000. Mais est-ce que tu as été à l'école française vraiment depuis le tout début de ta scolarité? Ouais, depuis le tout début. Depuis le tout début. Et du coup, en fait, je te demande ça parce que je me suis toujours demandé à quoi ressemblait la vie des générations précédentes qui étaient dans un lycée français. Parce qu'en fait, même moi, quand j'étais en terminale, donc je remarquais une vraie différence par rapport à ceux qui étaient au collège. Je parle du fait, en fait, d'assumer d'être en lycée français au Maroc. Il y a comme un entre-soi qui est de plus en plus fort. Enfin, c'était mon ressenti, qui est de plus en plus fort et de plus en plus assumé. Et c'est pour ça que je me posais la question pour les générations d'avant, parce que vous n'étiez pas nombreux à être au lycée français et c'était pas commun. Et du coup, ma question, c'est juste, c'était quoi d'être dans un lycée français dans les années 2000 à Casa? Alors, c'est pas dans les années 2000, c'est avant, parce que moi, j'ai eu mon bac en 2001. Ok. Ouais, du coup, là, en le disant, je réalise que j'ai eu mon bac il y a 20 ans, donc merci Etman pour ce... non, mais pour revenir à la question, très sincèrement, je pourrais te dire, oui, mais en vrai, je n'en avais pas conscience et je pense qu'on n'en avait pas conscience collectivement de cette chose un peu microcosmique, parce que c'est de ça dont il s'agit. En tout cas, au primaire, pas du tout. Au collège, pas du tout. Au lycée, forcément, il y a une espèce de conscience. On voit bien que ce n'est pas normal, que la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'on était un peu moins hors sol que peuvent l'être ces microcosmes aujourd'hui. Ouais. Y avait un truc, voilà, c'est comme ça, oui, on est dans un lycée français, comme d'autres sont dans des lycées ou collèges espagnols, italiens. Il y avait aussi le monde très, très lointain de l'école américaine, mais qui nous paraissait être un monde extrêmement lointain. Mais mine de rien, on était quand même assez ancrés ici et maintenant. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais je me gourre peut-être, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le microcosme est encore plus hors sol qu'avant. Je sais pas. Ouais, je vois. Moi, en tout cas, je l'ai pas du tout. J'ai jamais ressenti de choc ou de brutalité ou de plaques qui s'entrechoquent, pas du tout. Okay. Après, il y a aussi la chose de l'enfance, de l'adolescence, où on a une capacité à être dans cette bulle, dans ce cocon et voilà, et au final, moi, je suis très heureuse d'avoir eu l'enfance et l'adolescence que j'ai eue. Ouais. J'ai conscience de ce privilège-là, qui n'est pas qu'un privilège matériel. Je suis heureuse d'avoir été dans cette école-là, d'y avoir appris ce que j'y ai appris, d'avoir rencontré les enseignants que j'y ai rencontrés. Je dis pas que si j'avais été dans une autre école, ça aurait été moins bien. Et après, en plus, je trouve que l'école publique, c'est important. Je trouve qu'il faut une école publique forte et qualitative. Je dis juste que voilà, le parcours scolaire que j'ai eu, j'en suis très contente et je suis extrêmement reconnaissante de beaucoup de mes institutrices, en l'occurrence, et professeurs que j'ai pu avoir après. Donc, je sais pas si c'est mieux, moins bien, mais en tout cas, il n'y a pas eu de... Je me suis jamais sentie hors sol. J'avais conscience qu'on était privilégiés, parce que clairement, on l'était. D'abord, j'ai l'impression, mais là aussi je me dis peut-être qu'à mon époque, enfin, je parle comme une bref. Voilà, j'ai eu mon bac il y a 20 ans à mon époque, non, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de mixité sociale dans ces écoles-là avant qu'il n'y en a maintenant. J'ai l'impression aussi, après peut-être on se gourre aussi, mais j'ai cette impression aussi. Ouais, peut-être qu'on se gourre, mais l'impression. Mais après, je pense qu'on a toujours tendance à se dire que c'était mieux avant et à regarder son adolescence avec de la tendresse. Mais voilà. Okay. Et du coup, tu es repéré à 17 ans, toi, quand tu étais en terminale, pour un film de Hakim Nouri. Et par chance, tes parents te disent « Ok, on te suit, tu peux arrêter l'école, mais à condition que tu aies le bac. » Tu l'as eu, tant mieux. Ouais. Alors, c'est mes parents, mes profs et le proviseur. C'est-à-dire, c'est un espèce de truc, espèce de décision collégiale. C'est hyper drôle parce que donc, Hakim Nouri vient voir mes parents. Et avec mes parents, je ne sais pas si Hakim était là, il faudrait lui demander. Il y a une réunion avec le proviseur, il y a certains de mes profs qui y assistent. Je me rappelle, il y a
ma mère est en panique, il y a mon prof d'histoire géo est impliqué dans l'histoire. Et ouais, parce que l'idée, c'est pas d'arrêter l'école pour arrêter l'école, ça n'existe pas, c'est hors de question. Et du coup, c'est hyper chouette parce qu'il y a plusieurs personnes qui me soutiennent dans ce choix et qui me soutiennent, mais concrètement, c'est-à-dire que vraiment, mes profs m'ont envoyé les cours alors que on est en 2001, enfin, c'est pas du tout normal d'envoyer les cours par mail. Moi, mon année de terminale, toi, tu n'as peut-être pas connu ça, mais quand je me connectais à Internet, il n'y avait pas de Wi-Fi, il y avait la connexion. Avant, il y avait le petit bruit du téléphone. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais Ouais, je vois bien, je vois très bien. voilà, Ouais. donc ça demandait un effort et j'ai trouvé ça génial déjà j'ai trouvé ça génial que mes parents acceptent. C'est quand même complètement fou. Mais il y a eu énormément de bienveillance autour de ce projet et du coup c'était chambé, quoi. Comment tu as pu convaincre tes parents, tes professeurs, ton proviseur, et comment tu as été toi-même en fait convaincu par l'idée? Est-ce que tu voulais vraiment faire du cinéma à ce moment-là? Non, pas forcément. Non, non. Je pense que on a tous envie de faire du cinéma, mais c'est des choses qui paraissent hyper loin et hyper pas concrètes, en fait. Ouais. Déjà, c'est un super beau cadeau. Enfin, c'est le truc qui tombe sur la tête, c'est assez dingue. Et c'est vraiment improbable et inattendu. Et quand Maria Cazorla, que Dieu ait son âme, qui était la productrice et épouse de Hakim Nouri, et Hakim viennent vers moi, c'est quelque chose d'assez inattendu et vraiment, donc ça paraît fou. Et ensuite, j'en parle à mes parents et j'ai dû être convaincante, je crois. J'ai dû être convaincante. Hakim Nouri a été convaincant également parce que lui aussi, dans le deal, c'était que j'ai mon bac, quoi. Ouais. En plus, c'était un pack, en fait. Et ça a marché. Et ça a marché. Et du coup, là, on est en 2002. Le film Histoire d'amour sort dans les salles. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler brièvement du thème abordé? Oui, le thème abordé, c'est une histoire d'amour entre c'est l'histoire d'une prostituée, donc, mais qui est pas une prostituée sur le trottoir, qui est une prostituée qui a un Mac. Et ce Mac, elle est sa chose. Ouais. Et un jour, cette jeune femme rencontre un homme dont elle tombe amoureuse, vraiment. Mais sauf que clairement, elle n'a pas le droit. D'abord, elle n'a pas le droit d'avoir une vie en dehors que celle décidée, dictée et financée par son Mac, parce qu'elle n'a aucune autonomie. Et puis encore moins une histoire d'amour. À la rigueur, qui a envie de faire un atelier poterie, pourquoi pas, mais surtout pas tomber amoureuse. Et puis voilà, elle tombe amoureuse. Donc c'est l'histoire de ce conflit-là et de... Donc, je redis, on est en 2002. Est-ce que tu avais conscience à ce moment-là, disons, de l'audace dont tu faisais preuve ou pas du tout? Absolument pas. C'était normal, il n'y avait rien de Ouais, fou, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est revenu plusieurs fois, ces histoires d'audace, mais pas du tout. Moi, j'ai trouvé cette histoire hyper belle, hyper touchante. Elle est inspirée d'une histoire vraie. Hakim Nouri, dans ses films, a souvent dépeint et décrit et défendu des femmes en marge ou des femmes en souffrance. Et pour moi, c'était ça. Il s'agissait d'une femme en souffrance et c'est quelque chose qui existe. Donc moi, je voyais plus le côté bouleversant, mais bien plus que la pression la pression sociale, disons, ou autre. C'est vraiment un focus sur l'aspect artistique et puis voilà, quoi. Ouais. Et puis c'est pas que l'aspect artistique, c'est un sujet important. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Non, j'avais pas particulièrement conscience de l'audace. Mais tant mieux en fait, juste tant mieux. Du coup, ça a donné un vrai beau film. Côté études, du coup, tu pars en France ensuite. Ouais. Est-ce que c'est un choix qui s'est fait logiquement ou rester au Maroc n'était vraiment pas envisageable à ce moment-là? Écoute, pareil, tu vois, je pourrais te dire plein de trucs hyper intelligents, mais j'ai rien d'intelligent à te dire à ce sujet. Et il se trouve que, pareil, c'est un immense privilège, mais c'est un privilège qui s'est fait de manière assez naturelle. Donc voilà, j'ai conscience que c'est une immense chance. Mais voilà, c'était. Ça s'est fait logiquement, c'était la suite logique des choses. C'était un peu la suite logique. Et du coup, après un an en prépa littéraire, c'est ça? Tu te tournes vers la fac de lettres et l'école d'art dramatique en parallèle. Tout à fait. Mais seulement pour 2 ans. Mais pourquoi tu n'as pas continué à faire les deux? Non, en fait, j'ai fait ça j'ai fait mes 2 premières années où j'ai fait les deux en même temps. Mais vraiment, donc je faisais deux études. Ouais. La 3e année, je me suis inscrite dans les deux.
Et là, en fait, j'arrivais plus. J'avais trop de travail et trop d'horaires. C'est-à-dire que Les journées étaient chargées. Ben, en fait, mais même si j'arrivais pas, techniquement, ça se chevauchait trop. Donc, il a fallu faire un arbitrage. Je me suis dit que si j'arrêtais la fac, j'y retournerais pas. Ouais. Mais je me suis dit que si j'arrêtais le théâtre, et si vraiment j'aimais ça, j'y retournerais. Ok. Donc, j'ai arrêté le théâtre, j'ai arrêté l'école. Et voilà, donc j'ai quitté l'école, le cours Florent à ce moment-là. J'ai été voir le responsable de la pédagogie à l'école pour lui annoncer mon choix. Et qui a été super parce qu'il m'a dit bah, tu reviens quand tu veux, l'école sera ouverte. Et puis voilà, et puis après, du coup, j'ai eu quelques années où j'étais qu'étudiante en lettres et j'ai adoré ça. J'ai fait des études de lettres, ensuite j'ai fait une année de césure, je suis partie vivre à l'étranger. Ensuite, j'ai fait de la recherche en littérature et j'ai adoré ça. Et après avoir fini ce qui s'appelait un DEA, ce qui est maintenant un Master 2, la question se posait de faire un doctorat, enfin de poursuivre ce sur quoi mon sujet de recherche, de le pousser en doctorat. Et puis là, je me suis dit que j'avais bien envie de retourner au théâtre. Et du coup, je suis revenue une étudiante en école de théâtre et j'ai fait donc ma dernière année. Et du coup, 3 ans après donc ton premier film sort Maroc. On est en 2005. Ouais. Tu as 22 ans. Ouais, quand il sort, on le tourne en 2003, il sort en 2005. Tout à fait. Et donc c'est un film, pour moi, après c'est ma vision, qui raconte un monde jusque-là pas très connu. C'est Casa de 1997, il y a 25 ans. J'ai revu le film la semaine dernière et je le trouve encore très actuel. C'était quoi ta réaction quand on t'a proposé ce film, étant toi-même une jeune Marocaine ayant baigné dans un milieu francisé? Franchement, c'était une super... Mais c'est drôle, en fait, d'entendre... ce que ça peut susciter, parce que nous, pareil, je pense qu'on n'avait pas du tout conscience de ce qu'on faisait quand on le faisait. En plus, on était tous étudiants, à part Assad, qui était, qui était diplômé et qui était dans quelque chose de plus pro. On était tous étudiants. Rachid et moi, Rachid Hussein et moi, on était même camarades de classe à la fac, et ça, c'est hyper drôle parce que on se connaissait pas à la fac, on s'est connus quand on s'est vu pour la première fois dans les premières réunions autour au démarrage du projet de film, et on s'est rendu compte qu'on était dans la même fac. Du coup, Marjane et moi, on se connaissait depuis l'enfance. Razika, on se connaissait pas, mais elle était étudiante en droit. Et après, dans les autres rôles, il y avait aussi plein de gens qu'on connaissait, mais il y avait un truc un peu fou, parce qu'on l'a tourné un été. Ouais. Et nous, c'était une espèce de colonie de vacances incroyable. Pour beaucoup d'entre nous qui étions casablancais, on tournait dans des lieux connus, qui étaient nôtres, qui étaient dans des lieux connus. Et c'était complètement fou. Et puis ça a été tourné un été. C'était le premier film de Leïla, le premier film de Stéphanie Carreras, sa productrice. Donc il y avait la magie des premières fois aussi. Ouais. Et on habitait tous ensemble, donc c'était complètement... il y avait un truc assez fou. Et puis voilà, après l'été c'est fini, l'été est terminé, on est retourné, et en septembre on est retourné à la fac et dans nos vies. Et le film est ressorti 2 ans plus tard, donc même ça, tu vois, il y avait un espèce de... Nous, je ne vais pas dire qu'on avait oublié, loin de là, mais on n'était plus au même endroit que 2 ans avant. Ouais. Et voilà, et pareil, la folie, tu vois. En plus, le film est sélectionné à Cannes, à un certain regard. Tu vois, on passe la quinzaine à Cannes, on revient, c'était les partiels à la fac, tu vois. Donc, il y avait un truc un peu dingue donc, ce sont des super souvenirs. Il y a quelque chose d'hyper joyeux et il y avait un véritable enthousiasme dans ce film. Et je l'ai pas revu, c'était très... mais j'entends ce que tu dis, parce que, en fait, au final, ce film, ça se passe dans un endroit précis, à un moment précis, mais ça raconte une histoire, ça raconte juste une histoire d'amour, en fait. Ouais. Et ça marche, et ça raconte, c'est aussi une galerie de portraits d'adolescents. Et dans la bande d'ados, on se reconnaît tous, ouais. Il y a toutes ces figures de l'adolescence qui sont là. Il y a le personnage qui est joué par Khalid Mandour, qui est génial, et on l'a tous, ce pote-là. Donc ouais, c'est forcément un film qui ne peut que
que de continuer d'être bien dans le temps, parce que voilà, et c'est cette histoire d'amour interdite, voilà, de Paisley et Tisley, Romeo et Juliette, et il y en aura encore dans toute la littérature et dans tout le cinéma, les histoires d'amour interdites, c'est voilà. Et en fait, personnellement, je l'ai vu quelques années en vrai après ça. Donc, j'ai vu la première fois quelques années après sa sortie. Moi, personnellement, je n'avais intégré l'école française que depuis quelques temps. J'étais à l'école marocaine avant. Et plus les années passaient, plus je trouvais ce film, en fait, juste au détail près. Je sais pas comment t'expliquer, mais comme j'étais dans ce milieu-là, que je voyais à la caméra, enfin, pardon, à la télévision plutôt, et je trouvais ça de plus en plus réel, de plus en plus précis. Et, je voulais te demander juste, est-ce que tu as une idée de l'impact de ce film? Est-ce que tu penses qu'il était limité à ceux qui s'y identifiaient, ou que l'impact était vraiment plus large que ça? Parce que, en vrai, il mettait en lumière de manière crue, disons, des choses que l'on voulait pas forcément montrer à l'époque, et sur une partie bien précise de la société marocaine. Du coup, je me demandais si vraiment l'impact a été, à ton avis, plus large que ça. Moi, je pense que ça a été plus large que ça. D'ailleurs, le film, avant d'exister, avant de sortir au Maroc, le film, je veux dire, quand le film est sélectionné à un certain regard, c'est que cinématographiquement, il Ouais, raconte quelque chose. Et le film est extrêmement bien écrit sur les détails, et que voilà, donc qu'on vienne de cet univers-là ou qu'on le regarde, mais voilà, comme quand on regarde le cinéma italien des années 70. Moi, je ne viens absolument pas de ces familles ou de ces mondes qui sont décrits par Ettore Scola. Et pourtant, c'est fascinant de les regarder et on peut s'y retrouver malgré tout. Mais après, c'est toujours compliqué. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à s'autoriser au Maroc, ou en tant que Marocain, ou je ne sais pas pourquoi, à s'autoriser l'universel. Alors que non, tout le monde peut accéder à l'universel, tout en ayant un ancrage mm, ici, maintenant, ou à une époque, à un endroit précis. Et je trouve que Leïla a écrit, a très très bien écrit. C'est ouais. très très bien écrit, c'est juste, c'est minutieux. C'est ça, c'était un très bon film et ça aborde vraiment plusieurs sujets avec, j'imagine, vu qu'il a été sélectionné à Cannes avec vraiment une touche artistique ou, c'est ça, cinématographique vraiment pertinente, disons. Donc en vrai, pour moi, en vrai, dès la première fois que je l'ai vu, il m'a vraiment, en fait, marqué et toujours aujourd'hui, en fait, toujours aujourd'hui. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais cette soif, disons, de découvrir le monde s'est traduite par un échange d'une année. Tu en as parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? J'ai pas fait une année d'échange, j'ai fait une année de césure. Oui, pardon, une année de césure. Donc j'étais pas en échange, je bossais, j'étais pas à la fac. Donc j'ai pas, en fait c'était un an et demi c'était un an et demi, c'était une année et demie d'ailleurs. Alors écoute, j'ai passé une partie de l'année à Bratislava, en Slovaquie. Pourquoi ce choix? Alors en fait, j'ai regardé la carte du monde et je me suis dit, en fait là j'avais l'opportunité de partir faire un stage par ma fac. En gros. Mhm. Et j'ai regardé la carte du monde et je me suis dit, j'ai envie d'aller dans un endroit où je ne connais rien, où je ne sais pas. Enfin, je n'ai jamais été en Amérique du Sud, malheureusement toujours pas, mais j'ai des sons, j'ai des images, Des références, ouais. des références et un imaginaire. L'Europe centrale, je ne savais même pas que Bratislava était la capitale de la Slovaquie, je ne savais absolument pas. Et donc, et voilà, toute cette zone qui était l'Europe centrale, bah voilà, je me suis dit, c'est ça. Je ne sais absolument pas, je ne sais absolument pas. Je n'ai pas d'image, je ne visualisais même pas qui était à côté de quoi. Enfin, vraiment, je n'avais aucune. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et du coup, bah voilà, j'ai voulu aller là. Et c'était comment? Ah, mais j'ai adoré. Déjà, c'est une région magnifique parce que j'en ai profité. J'en ai profité pour voyager, mais ça, je te le dirai après. Mais Bratislava est une ville extraordinaire. La culture slave est une culture incroyable, d'une richesse inouïe, qui est très très loin de nous. C'est ça qui est intéressant. Et c'est super intéressant. Moi, c'était génial parce que je n'avais aucune référence, ni de couleurs, de saveurs, de sons. Et donc, c'était vraiment arrivé en terre inconnue. Et c'était merveilleux de pouvoir y vivre. Et je suis très heureuse d'y avoir vécu, d'avoir eu un quotidien, d'avoir eu un appart, d'avoir eu un compte en banque, enfin, toutes ces choses. Et c'était génial. Moi, j'ai vraiment adoré. Et vraiment, je vous encourage à aller en vacances en Slovaquie. C'est un très, très beau pays. Bratislava est une ville absolument charmante. Et après, il y a un truc qui est fou, c'est que moi, quand j'y ai vécu, il y avait donc
la Slovaquie avait intégré l'Union européenne et n'était pas encore dans la zone euro. Ok. Ah oui, ok. Et ce qui était fou, c'est que les gens de ma génération avaient connu le communisme. Ils ont grandi avec le rationnement, avec la peur quand tu es en terrasse, donc il n'y a pas de terrasse, avec tout ça. Et du coup, il y a une vraie joie d'être ensemble, d'être dans l'Europe. Il y a cette conscience-là d'être européen et que c'est important, alors qu'en France, on s'en fout, c'est un peu de l'acquis. Ouais. Et puis, il y a une joie de liberté, de démocratie, de pouvoir vivre comme on veut, de pouvoir manger ce qu'on veut, de pouvoir voyager. Et tout ça, et il y a une très, très belle énergie. Et puis ce rapport à l'Europe est vraiment fort. Et la région est magnifique. La République tchèque est un très beau pays. La Hongrie. L'Autriche, Vienne, est à 45 minutes de train de Bratislava. Et ce sont deux univers qui n'ont rien à voir. C'est fou. Et la Pologne. Et je suis très heureuse. Enfin, je ne sais pas si le mot est heureuse, mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu aller me rendre à Auschwitz et de visiter les camps. Et je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. Et je recommande à tout adulte en devenir d'aller, parce que c'est important, c'est nécessaire de voir et de voir là où ça s'est passé, pas juste dans un musée, pas dans un monument, mais à l'endroit où toute l'intelligence humaine a été mise au service de l'horreur. Et de voir cette entreprise de la mort et de l'horreur là où elle a eu lieu, ça glace le sang, mais je crois que c'est essentiel parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier, et il ne faut surtout pas que ça arrive à nouveau. Ouais. Et je pense qu'en tant qu'Européen, mais aussi juste en tant qu'humain, en tant qu'apart, c'est important parce que ce sont des camps qui sortent de l'horreur des hommes. Ouais. C'est l'industrialisation de l'horreur par l'homme. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si le sujet t'intéresse, il y a un bouquin qui, moi, m'a bouleversée, qui s'appelle L'espèce humaine, de Antelme, qui a survécu très peu longtemps à Auschwitz, mais quand il est sorti du camp, il a réécrit son journal, mais avec ses souvenirs, parce qu'il n'a pas écrit pendant. Et c'est absolument bouleversant. Et lui, il se demande en quoi on reste humain. Qu'est-ce qui reste ? En quoi je suis encore un homme et en quoi ce SS qui me terrorise et qui me garde est lui aussi encore un homme. Et le livre est absolument bouleversant. Et... Cet intérêt, disons, pour l'histoire, disons, du monde d'aujourd'hui, en fait, ça explique aussi, là, ce que tu me racontes, ça explique aussi, j'imagine, ton choix de destination, disons, après Bratislava. Ouais, ma destination après Bratislava. Mais figure-toi que c'était prévu déjà avant. Hein. C'est pas ça qui a fait ça, mais en gros, j'avais 1 an et demi où je pouvais faire autre chose qu'aller à la fac, et l'idée, c'était de partir à l'étranger. Donc, moi, il y avait 2 trucs. Donc, premier machin, c'était aller quelque part où je connais rien. Et deuxième, essayer de comprendre le monde un peu mieux. Et je voulais aller dans l'épicentre du bordel. Parce que si je peux passer 1 an de ma vie à essayer de comprendre, autant aller... Sur place. Là où ça se passe. Et donc, j'ai vécu 1 an à Jérusalem. C'était comment ? C'était complètement fou. C'était extrêmement riche, c'était extrêmement enrichissant, c'était plein de choses, c'était plein de réponses à plein de questions et en même temps plein de nouvelles questions, plein de certitudes qui s'effondrent et des nouvelles questions. Et c'était génial. Et en plus de ça, j'ai eu la chance, parce que je sais que c'est une très grande chance, de vivre à l'intérieur de la vieille ville, dans les murailles de la vieille ville. Et ça, c'est fou, parce que la vieille ville de Jérusalem est toute petite. C'est une petite Médina, comme on peut les connaître au Maroc. Et tout le bordel, toute la planète, il se passe là-dedans. Donc, il y a une espèce de chose. Donc, c'est tout petit. Parce qu'on voit souvent des images à la télé de l'esplanade des mosquées ou le Saint-Sépulcre. On a l'impression que c'est très grand, mais en fait, c'est tout petit. Et la vieille ville de Jérusalem est divisée en 4 quartiers. Le quartier juif, le quartier musulman, le quartier chrétien et le quartier arménien. Et s'il y a un quartier arménien, c'est parce que l'Arménie a été le premier pays christianisé. Et d'ailleurs, je vivais dans le quartier arménien. Et c'était vraiment fou.
Et moi, tous les matins, pour aller prendre mon bus pour aller bosser, parce que donc, moi, je travaillais, donc tous les matins, je sortais de chez moi et pour aller rejoindre mon arrêt de bus, je devais passer. C'était mon chemin. C'est pas Par choix. parce que ça me convient. C'était pas parce que je voulais me faire un kiff. Ouais. Je traversais la cour du Saint-Sépulcre. C'est quand même un peu délirant. Incroyable. Il y a quelque chose d'incroyable et il y a quelque chose d'assez incroyable. Et après, sur toute cette terre 3 fois sainte, il y a quelque chose Qui se passe en fait, c'est une énergie qu'on peut pas comprendre tant qu'on n'y est pas, quoi. Il y a une énergie, il y a un champ magnétique incroyable. Voilà, c'est pas un hasard si cette terre est 3 fois sainte. Il y a quelque chose de magique sur cette terre-là. Il y a quelque chose de fou aussi, mais enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé vivre. Et en quoi consistait ton travail au quotidien? Moi, je bossais dans une ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent pour la paix, qui veulent essayer tout ça, et c'est très bien. Mais mon ancienne boss est partie du principe que si demain il y a la paix, en fait, aucun des deux camps n'est prêt à la paix. Parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, mais je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, encore plus grave aujourd'hui, les deux parties vont à l'école de la haine finalement. Et donc l'idée, c'était de travailler, d'essayer de mettre en place des choses sur la compréhension de l'autre, la compréhension de l'histoire de l'autre. Et donc, en gros, c'était préparer le terrain à une éventualité. C'est hyper intéressant. Donc là, après cette année de césure, donc on a alors une Fatem qui a grandi au Maroc, vécu à Paris, Bratislava, Jérusalem, plus quelques autres pays en vacances, j'imagine, et qui décide de rentrer au Maroc à 26 ans. On est en 2009 à ce moment-là. Ma question, c'est juste par quoi a été nourri ce choix? Est-ce que c'était une évidence? Non, pas du tout. Entre-temps, après Jérusalem et tout, j'ai revécu à Paris d'abord. J'ai fini mes études de lettres, puis de théâtre. Non, c'était pas une évidence et c'était pas. Et en plus, moi, le concept de rentrer vivre au Maroc définitivement, j'ai jamais compris. Et puis, d'abord, le mot définitivement, je le comprends pas. Je sais pas très bien ce qu'il veut dire. Écoute, ça a été. Ça s'est fait comme ça. Un jour, en fait, non, il y a un jour où j'ai été à un concert aux abattoirs. C'était un festival qui avait lieu aux abattoirs pendant quelques jours. Et il y avait une énergie complètement dingue qui était organisée. Le festival était organisé par Momo et Hichem du Boulevard. Et moi, j'étais de passage à Casa et j'ai vu ce truc et je trouvais cette énergie incroyable. Il y avait une espèce d'émulation assez dingue et voilà, j'ai eu envie moi aussi d'être là. De faire partie de la fête, quoi. Ouais, il y avait. Et puis assez vite en fait, et pareil, tu vois, la vie c'est souvent les virages, ils se prennent parce que pour plusieurs raisons. C'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelle Jawad Sounani, avec qui j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là. Et on a monté un premier projet ensemble. Et dans la foulée, assez vite, j'ai commencé à faire des piges à tel quel. Ok, ouais. Donc ça aussi, c'était super, parce que j'étais hyper contente de faire partie de cette aventure-là. Donc là, c'est pas 2009, c'est 2010, je pense. Et j'ai des projets de boulot hyper cool. Je tourne dans un film qui est génial, qui s'appelle Un film, et qui est une aventure complètement dingue, parce qu'on tourne ce film avec un appareil photo, un Canon 5D, sans autorisation de tournage, avec une productrice assez géniale qui suit l'aventure, qui est Lamia Shraïvi, qui est vraiment une productrice incroyable. Le réalisateur, Simoa Chawar, est parti la voir. Il m'a dit, voilà, j'ai un scénario, j'ai écrit un film, je veux le tourner, mais je veux le tourner là, genre en avril. On n'a ni argent, ni rien. En plus, c'était super parce qu'il l'avait écrit pour Fahad Benchemsi et moi, le film. Et voilà, c'est un film, on est 3. Donc, il y a Simoa Chawar, le réalisateur, Fahad Benchemsi et moi. On a tourné ça dans les nuits de Casa. Et le film enfin, moi, je le trouve très beau. Et il y a quelque chose d'hyper touchant. Ça raconte l'histoire d'un réalisateur qui veut faire un film. Et voilà, donc je fais des projets plutôt cool. Il y a tel quel, où c'est une belle aventure. Et c'est une belle aventure professionnelle et c'est une très belle aventure humaine, telle quelle. Ouais.
Et voilà. Et après, il y a ce que les médias européens vont appeler les printemps arabes. J'appelle pas ça les printemps arabes, mais en tout cas, je suis très contente d'être là. Et je suis très contente de pouvoir être dans la rue tous les dimanches. Et je suis très heureuse de voir que le mot dignité fait son apparition comme une revendication. J'ai des souvenirs d'une manif, je crois que c'est le 20 mars. Oui, oui. Où c'était pas du tout des professionnels de la manifestation qui manifestaient, c'était des familles. Je sais pas, tu te rappelles de cette journée-là? Oui, le 20 mars, oui, c'est connu, oui, oui. Mais c'est-à-dire, j'en parle, j'ai des frissons, c'était hyper beau, t'avais des familles, t'avais toutes les catégories sociales, t'avais des jeunes, des moins jeunes, des vieux, et t'avais plein de gens qui sortaient dans la rue pour la première fois, qui osaient revendiquer pour la première fois, et ça, mais c'est super beau. Donc voilà, j'appelle pas ça du tout les printemps arabes, parce que l'automne qui a suivi est loin d'être fleuri, mais en tout cas, cette espèce de mur de la peur qui s'est ébréché, cette envie de prendre en main son destin et le destin de son pays, de faire partie du roman national et d'écrire ensemble l'histoire de ce pays, c'est très beau. Là, comment dire, d'un point de vue, disons, artistique, est-ce que avant de revenir au Maroc, tu avais des a priori? Ça va peut-être être cliché, mais est-ce que tu n'avais pas des a priori quand tu reviendras au Maroc, peut-être que tu vas subir de la précarité, peut-être la liberté d'expression, peut-être pour les films, peut-être que ce serait un profil peut-être inadapté au public marocain. Est-ce que tu n'avais pas ces a priori vraiment sur le volet artistique? Bah non, écoute, franchement, je sais pas. En fait, quand tu me poses ces questions et que je me rends compte que je te réponds moi à chaque fois, je me dis peut-être que je suis un peu inconsciente. Non, mais et tant mieux en vrai. Mais je sais pas, non, écoute, football. Porté par l'instinct et l'envie, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Mais... Non, tu vois, pas que l'instinct et l'envie, mais je sais pas, pour moi, ça me... Ouais, et puis après, donc à ce moment-là, j'étais principalement comédienne, et pas du tout encore metteur en scène, mais en tant que comédienne, tu dépends du désir de l'autre, du désir d'un réalisateur, d'une réalisatrice, d'un metteur en scène. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens super, tu vois, et c'est magnifique. Donc non, au contraire, c'est juste magnifique, tu vois. Quand Hacine Zinoun me propose Femme écrite, c'est un cadeau incroyable, tu vois, c'est génial. Quand Zekia Tahiri me propose de jouer dans une comédie qui est marhaba et qui est complètement délirante, hyper bien écrit, ben c'est génial, tu vois. Ouais. Donc non, pas d'a priori, pas de tant mieux. J'ai juste une question. J'ai vu que donc après ton retour, après être revenu au Maroc, tu fais la lecture du coup des 4-1 en quatrième. Et j'ai juste une question. Donc, tu as choisi en fait la lecture, tu l'as faite en déjà. C'est ça ma question. Comment, pourquoi Très simple, mais vraiment très simple. En gros, je viens d'atterrir au Maroc. Et Jawad Sounani me dit, écoute, il faut que tu fasses un truc, il faut que tu montes sur scène vite, il faut faire un truc rapidement. Vas-y, propose-moi un truc, une lecture. T'as envie de lire quoi? Moi, c'est un peu l'évidence, c'est les Robaïat de Khidam, ces 4-1, c'est un livre que j'ai trimballé partout, qui a été sur mes tables de chevet dans tous les endroits où j'ai pu, tous les apparts que j'ai eus, dans les auberges de jeunesse où j'ai atterri dans des voyages. En fait, c'est un livre qui m'a vraiment... Les fleurs du mal et les 4-1, c'est ultra cliché, hein, mais c'est des trucs hyper importants de mon adolescence et qui sont restés avec moi. Donc pour moi, ça me paraissait évident. Donc je lui dis les 4-1 de Omar Khayyam. Ok, très bien. Là, donc, il note le machin. Là, je rentre chez moi, mais je me dis, je vais lire en quelle langue? En français, pourquoi pas. En arabe classique, c'est un non-sens, parce que de toute façon, ça n'a pas été écrit en arabe, c'est écrit en perse, et ce n'est pas du tout de l'arabe. En français, why not? Mais bon, tu vois, tout de suite, c'est niche, quoi. Et là, je me dis, non, je vais le faire en delge. Et ça me paraît... Enfin, tu vois, pour moi, c'est logique, en fait. Comment tu as fait la traduction? Est-ce que tu as eu du mal et comment ça a été reçu aussi? On a traduit à 2 avec Simon Chao, le réalisateur d'un film. Voilà, et on a traduit un quart à peu près, non, un tiers des 4-1 en Darija.
Non, c'était. T'as pas manqué de mots? Non, mais alors moi j'ai manqué de mots. Moi, j'aurais pas pu le faire seule parce que malheureusement c'est moi. Mais non, mais la Darija, on ne manque jamais de mots en Darija. Il y a qu'à se plonger dans le milhoun. On s'adapte. Non, mais la Darija est une langue d'une richesse incroyable qui ne manque pas de mots. Le milhoun, c'est d'une richesse incroyable. Ouais. Le Nas Riwan, mais tout le Jazal et il y a d'ailleurs une très, très, très belle traduction en Darija de Monsieur Youssi du Petit Prince. Ok, je savais pas. Ok. Qui est un petit bijou. Donc non, on ne manque absolument pas de mots en Darija. Et puis c'est une langue à part entière, donc elle ne manque pas de mots. Et c'est une langue, c'est notre langue, quoi qu'on en dise. Et j'espère qu'un jour, ce sera notre langue nationale, pour de vrai. Ouais. Mais c'est une langue à part entière. Par la suite aussi, on a pu te voir dans des films. T'en as cité d'autres, mais là, je vais citer L'Enfant Chir, Zineb Nefzaouia, des séries de Ramadan comme Machil Khatri. J'en ai fait qu'une de série Ramadan. Oui, pardon, oui. Machil Khatri, oui. Je cite ces 3 projets, enfin, je t'ai cité ces 3 projets parce qu'ils ont, pour moi, quelque chose en commun et qui m'a dit directement interpellé. Peut-être tu vas pas comprendre d'où ça vient, mais en vrai, quand je l'ai vu, je me dis, ah ben tiens, la chose en commun, c'est la culture amazigh. Peut-être que j'ai peut-être surinterprété, mais dans chacun des projets, j'ai vu la culture amazigh en fait présente dans ces projets-là. Et question toute bête, mais quel est ton rapport avec cette culture? Est-ce que tu as des origines berbères, comme, je sais pas, ton prénom le laisse supposer, par exemple? Alors, tout à fait. La famille de mon père est berbère, est d'origine berbère. Mm-hmm. Malheureusement, je ne suis pas berbérophone et je trouve, je trouve ça injuste, je trouve ça pas normal. Je trouve que l'effacement de la culture amazigh, de sa langue, de ses traces que sont les tatouages des femmes, cet effacement du champ visuel et du champ auditif est très grave. Elle est criminelle. Voilà, c'est un pan important de la marocanité. C'est sans doute le Maroc. De base, est un pays judéo-berbère et 1000 cavaliers qui sont arrivés on réécrit toute l'histoire pour 1000 cavaliers venus d'Arabie. C'était un peu... la réécriture m'embête un peu. Mais du coup, non. Mais je dis pas que la culture amazigh est meilleure que les autres cultures, juste qu'elle est importante, qu'elle est fondamentale dans ce qu'est le Maroc, et qu'elle existe, et que c'est... Moi, je trouve ça triste que, par exemple, je ne parle pas berbère. Tu parles pas parce que t'as oublié parce que tu parlais à un moment et t'as oublié, ou ça t'as pas appris tout court? Non, je n'ai jamais parlé parce que déjà mon père ne parlait pas et que voilà, mais parce que rien n'est fait pour que cette culture reste en vie. Ouais, je vois. Je trouve ça hyper triste et je trouve ça, mais c'est comme les tatouages des femmes berbères. Ouais. On a complètement effacé. Il y a des femmes, tu lis des témoignages des femmes qui on a foutu de l'acide, tu vois, qu'on a brûlé pour retirer ça. Et moi, quand j'étais petite, on en voyait encore des vieilles tatouées du visage, etc. Là, on n'en voit absolument plus. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, le film de Hesn Zinoun, Femme écrite, je suis vraiment heureuse d'avoir fait... que Hesn m'ait fait ce cadeau. Je suis heureuse d'avoir pu participer à cette histoire qui raconte le tatouage, parce qu'au final, son film raconte ça. Et, tu vois, ça venait pas de nulle part, ma réflexion. Vraiment, j'ai trouvé ce point commun. Non, je n'avais pas pensé comme ça, mais ouais. Et c'est marrant, tout à l'heure, tu as parlé d'un autre projet, du coup, du téléfilm Madhabad en 2011. C'était beaucoup plus fort que moi en date. Parce que on te voit toi dans le rôle de Mina, donc jeune marocaine qui vit au Maroc, fille de Bertada, qui épouse Saïd, un rebeu de France. Et bien sûr, il y a eu plusieurs obstacles liés, disons, au décalage qu'il y a entre ces deux mondes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure d'ailleurs, et à ton avis, à quel point ça en dit long sur la réalité, en fait, à ton avis? C'est une comédie à la base, mais... C'est une comédie. Moi, c'est la seule fois où j'ai fait une comédie. Et j'étais hyper contente de faire une comédie. D'autant plus, j'avais des super partenaires. Le casting est ouf. Et en fait, la comédie, c'est très, très, très écrit, quoi. Et Zakia Tahiri écrit hyper bien. Et je pense qu'elle s'inspire un peu plus que d'une histoire vraie. Et c'est en ça que ça fonctionne. Alors bien sûr, c'est une comédie, donc ça tire, ça grossit les traits.
Mais c'est ça, c'est juste une loupe, la comédie. Ça sort pas de nulle part, quoi. Non. Et c'est vrai que le choc est complètement délirant. Alors que pourtant, en vrai, à la base, c'est la même culture. C'est la même culture dans le sens, oui, c'est les mêmes racines, disons, les mêmes racines, mais juste deux environnements je sais pas, deux environnements dans lesquels les personnes ont grandi avec les mêmes racines et du coup qui crée un décalage énorme, un fossé énorme et sans pour autant faire ressortir, disons, ces racines en commun. Je sais pas comment expliquer ça, peut-être c'est pas clair, mais. Si, c'est exactement ça. Et les parents de Mina, c'est ça, Mina. Ouais, Mina, ouais. Les parents de Mina, eux, pour le coup, ils sont totalement hors sol. L'addition, eux, mais pour eux, rien ni personne ne leur arrive à la cheville. C'est-à-dire que, mon Dieu, et c'est vraiment comme dans le sketch de Gad, non, c'est pas. Non, c'est pas du tout le même Maroc. Ouais. Et c'est vraiment ça. Mais eux, ils sont totalement hors sol. C'est-à-dire que le privilège de classe et la conscience du privilège de classe. Ouais. Et tout va bien. Toi, tu as très souvent fait des projets entre le Maroc, la France. J'ai vu même la Belgique, en français, en arabe, en anglais même, dans le film de CEO, là, dernièrement, enfin, en 2016. Dans les grandes lignes, en fait, juste pour toi, quelles sont les différences que tu as pu voir et vivre entre la vie d'artiste des deux côtés de la Méditerranée? On va pas enfoncer des portes ouvertes, hein, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, cette immersion dans les deux approches, disons, artistiques? À part si tu n'en vois pas de différence, mais c'est une question. Ouais, alors, je ne saurais pas quoi te répondre. Je suis sûre qu'il y a des trucs bien à dire, mais je ne saurais pas te les dire. Non, mais juste, est-ce que toi, ton ressenti, en fait, juste ton ressenti entre les deux, est-ce qu'il y en a, enfin, il y a une différence pour toi ou pas? C'est possible qu'il n'y en ait pas. Non, dans le ressenti, après, dans la mise en pratique, dans le concret, dans le quotidien, dans la structuration de la chose, c'est pas la même chose dans une rive ou l'autre de la Méditerranée. Enfin, juste quand on parle nord-sud, parce que les structures sont pas les mêmes, les infrastructures sont pas les mêmes, la professionnalisation de ce secteur est pas le même. Voilà, c'est factuel. En Europe, la culture est un secteur comme un autre. Ouais. Maroc, c'est un peu plus compliqué. Et c'est dommage parce que la culture, c'est essentiel, mais en plus, la culture, ça rapporte. En France, en 2017, il me semble, l'industrie culturelle a rapporté plus d'argent que l'industrie automobile en France, dans le pays de Renault et Peugeot. Où il y a une industrie automobile, l'industrie culturelle a rapporté plus. Malheureusement, au Maroc, c'est pas le cas et c'est d'une tristesse inouïe et c'est triste, mais c'est surtout très dangereux. C'est très dangereux. Et l'autre glissement qui, pour moi, est dangereux, c'est celui de confondre culture et divertissement. J'adore le divertissement. J'adore ça, mais ce n'est pas la même chose. Ça ne convoque pas les mêmes choses, ça ne parle pas aux mêmes endroits. De la même manière que confondre, faire passer le patrimoine pour du folklore, c'est quelque chose de dangereux. C'est vrai que je le voyais pas comme ça. Enfin, j'ai jamais su mettre des mots dessus. Et c'est tout. Là, tu as su résumer, en tout cas, mon impression. Très, très bien. Ouais, t'as raison. Ouais, je trouve ça vraiment dangereux, quoi, parce que c'est grâce et par la culture qu'un citoyen s'émancipe et prend pleinement possession aussi de sa citoyenneté. Et c'est important. Et le patrimoine aussi, c'est important. On ne peut pas. Mais il y a des gens, mais malheureusement, c'est pas. Moi, j'aimerais qu'il y ait une vision globale et étatique de ça. Malheureusement, non, mais il y a des initiatives extraordinaires. Il y a le travail prodigieux que fait Brahim Mezneb, qui a fait une anthologie de la Haïta, qui est sortie il y a quelques années, et là qui vient de publier une anthologie des Rouaïs Amazir. Trop bien. Dans le Souss, et c'est génial. Mais voilà, c'est un travail colossal qui est fait par un homme et une équipe de chercheurs, d'historiens, de documentalistes. Mais moi, je veux que ce soit un projet global, un projet étatique. C'est important. Tout le travail qui a été fait autour de la conservation du patrimoine gnawa, grâce au festival, grâce au travail associatif, grâce à l'engagement de Naïla Tazi, de ses équipes, de cette volonté. Mais on ne peut pas juste se dire oui, c'est du folklore, c'est comme ça, c'est joli. Non, on a une culture extraordinaire
d'une richesse incroyable, d'une diversité. Et c'est un patrimoine, c'est énorme. Et il faut qu'on prenne conscience. Qu'on le connaisse, qu'on en prenne conscience. Et c'est ça, c'est le mot, qu'on en prenne conscience, qu'il nous soit enseigné, qu'il soit mis en valeur, qu'il soit valorisé. Je veux dire, un homme comme Taïeb Sedbekri, c'est énorme, c'est colossal, c'est un monument, Taïeb Sedbekri. C'est-à-dire que on a des monuments. Nesl Rewan qui ont été révélés. Nesl Rewan, incroyable. Je suis un grand fan. Qui ont été révélés par Taïeb Sedbekri, d'ailleurs. Ouais. Là, c'est monumental. C'est-à-dire qu'il devrait exister 15 documentaires, 23 livres, 12 expos dans les 4 coins du pays sur Nesl Rewan. Il devrait y avoir des théâtres qui portent le nom de Taïeb Sedbekri, au moins dans chaque ville, au moins un par ville. Ouais. Mais il faut qu'il y en ait un par ville. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà. Et Mais je comprends. Je partage ta vision. Il y a, disons, un fil rouge. Encore une fois, il y a un fil rouge que j'ai trouvé dans la plupart en fait de tes projets. Tu me diras, hein, mais de tes projets donc en tant qu'actrice, comédienne, metteur en scène, chroniqueuse. En fait, c'est l'idée de révolte, cette volonté de s'exprimer contre les choses, disons, qui vont pas, que ce soit dans les films, mais aussi et surtout dans les pièces, dernièrement, mais c'est dans les pièces comme Massira, par exemple, que tu mets en scène. Et à chaque fois, en fait, j'ai cette réaction de me dire, ah oui, trop bien, elle en parle. C'est cool parce que peu osent le faire. Et c'est tout bête, mais peu osent le faire. Et même si tu penses, je suppose que tu penses que c'est pas une idée de révolte, mais en tout cas, c'est mon ressenti. D'où vient cette envie, en fait, de dire les choses, même si elles peuvent heurter certains, mais juste de dire les choses? Écoute, déjà, merci d'avoir vu ce fil rouge. C'est cool. Merci de me dire que finalement, je suis un peu cohérente dans mon truc. Peut-être que ça sort de nulle part et que c'est pas. Enfin, moi, c'est mon ressenti, à vrai dire. Non, en tout cas, je le prends. C'est cool, je trouve ça. Pour la petite histoire, donc moi, j'ai fait un Master 2 de lettres qui s'appelait Littérature et rock, une révolte en commun. Donc, je sais que le mot devait un peu me plaire. Il était su depuis longtemps, ce mot. Ouais, voilà, c'est que ça devait me plaire un peu quand même. La première pièce de théâtre que j'ai mise en scène s'appelle Je dis non. Ouais. Et donc, ouais, en fait, mais c'est tout con. Mais déjà, je trouve que le refus est hyper fondateur, en fait. C'est parce que des gens, à un moment, n'ont pas accepté l'ordre établi que les choses ont pu changer. Déjà, c'est parce que des hommes et des femmes, à un moment donné, se sont dressés, se sont mis debout contre l'ordre établi que les choses ont changé. C'est parce que Rosa Parks a refusé de se lever dans un bus que... Ouais. Et je trouve ça fou, ça. Et donc, moi, je pense pas du tout être révoltée, mais en tout cas, la révolte me fascine et historique. Enfin, je trouve ce courage incroyable. Le courage de Rosa Parks, par exemple, c'est quand même... Voilà, non, je ne me lèverai pas. C'est quand même fou. Le refus des acquis aussi dans nos parcours personnels, se dire que refuser le déterminisme aussi, c'est quelque chose. Ouais. Refuser le déterminisme social, refuser les chemins qu'on pourrait nous imposer. Et voilà, et du coup, mais aussi c'est refuser quand ça se passe pas très bien, il faut dire que ça se passe pas très bien. Moi, c'est le problème, c'est quand les choses m'énervent, ça m'énerve. C'est un peu ça le truc. Donc, je parlais de Massira. Donc, Massira, c'est une co-création. Yacine Aïdbessi et moi-même. Et avec Yacine, on avait envie à la base, on voulait juste répondre à une question. Enfin, on voulait tenter de répondre à une question. Qu'est-ce que c'est qu'avoir 20 ans, ici et maintenant? Et ici, c'était un ici un peu large, mais en tout cas, c'était un ici au sud de la Méditerranée, dans un pays musulman. Donc, c'était Maroc, Algérie, Tunisie, mais vraiment maintenant. Et assez vite, en se posant, nous, on avait très envie de raconter ce moment, tu vois, hyper fou quand t'as 20 ans, quoi. Ou comme le dit très bien Paul Nizan dans Aden Arabi, cette espèce de chaos, tu vois. Toutes tes idées sont bousculées, ou tout, physiquement, t'es bousculé, et tes émotions sont bousculées. Mais comment ça se passe ici et maintenant? Et en fait... c'est compliqué, c'est très dur. Donc on a essayé de raconter ça avec des merveilleux artistes de cirque qui nous ont fait confiance. Et donc au final, les choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Après, on n'est pas sociologue, on n'est rien du tout. On est fabricant de pestacles. C'est des petites choses et on fabrique des choses. C'est très éphémère. Mais voilà. Et donc on a essayé de raconter cette histoire. On n'a pas du tout la prétention d'expliquer la jeunesse ou quoi que ce soit. Nous, on a voulu raconter l'histoire de ces gamins
qui n'ont d'autres endroits où se retrouver que sur un toit d'immeuble, parce que la Céno, c'était un toit. Ouais. Super Céno de Marianne Geoffre, d'ailleurs. Et ce toit donne sur un stade. Et donc, de ce toit, ils rêvent. Et c'était ça, ce qui les liait, cette excitation du foot. Et on a essayé de raconter plusieurs portraits différents. Une jeune fille mère qui s'est retrouvée avec un bébé sur les bras. Un mec qui ne fait que s'engueuler avec ses parents. Un autre où toutes les tentatives se soldent par des échecs. Ouais. Et donc, qui rêve de partir, qui rêve de n'importe quoi, ou d'un boulot, ou d'une meuf, ou d'un visa, de n'importe quoi. Et il n'a tellement rien, et il se sent tellement abandonné que ce gamin va finir par se faire sauter. Ouais. C'est terrible parce que pour nous, il n'est pas du tout question de religion dans le terrorisme, mais de désespoir surtout. Mais on y vient à cette idée de révolte dont je parlais. En fait, c'est voir quelque chose. Certains vont la voir aussi, mais voilà, vont passer leur chemin. Et d'autres, du coup, comme toi, c'est ce que je disais, vont voir la même chose et vont décider juste de s'exprimer et d'en parler pour éveiller les consciences un peu, tu vois. Ouais, non, mais vraiment, je te redis, on est fabricant de pestacles, donc éveiller les consciences, nous, c'est juste essayer de raconter ça. Ouais. Donc, sur Massira, on a beaucoup travaillé sur les chants de supporters de foot. Et c'est fou ce que ça raconte, c'est fou. Et c'est des textes qui datent de bien avant les so-called printemps arabes, entre guillemets. Mais et voilà, nous, on avait envie de raconter ça. On avait envie de raconter cette énergie, cette excitation, mais aussi cette tristesse, ce désespoir, ces rêves. Je trouve que c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant et c'est vraiment trop bien d'avoir ce réflexe, disons, de vouloir parler des choses et on n'en parle pas à côté. Ok, ben moi je prends la décision et d'en parler à ma manière, certes à mon niveau, mais au moins je veux en parler. Tu vois, moi je trouve ça vraiment louable en vrai. Oui, merci beaucoup. Merci. J'ai une question là. Du coup, là, franchement, pour moi, t'es l'exemple de la personne qui a baigné dans deux cultures, voire plus, mais qui a vraiment baigné dans deux cultures. J'ai juste une question, c'est comment tu nourris en fait ces deux cultures simultanément? Pourquoi l'une n'a pas pris le dessus sur l'autre, par exemple, tu vois? Parce que tu vis à Paris, tu restes très concerné par ce qui se passe au Maroc et vice-versa. Comment tu fais pour qu'il y ait cet équilibre en fait? Voilà, encore la meuf qui n'a vraiment pas conscience de grand-chose. Je ne sais pas à quoi te répondre, mais non, je ne sais pas. C'est assez naturel, tu vois. C'est ce que je suis, tu vois. Ouais. C'est ce que je suis. Je suis née comme ça, j'ai grandi comme ça. C'est une chance. Moi, je trouve ça cool. Tu vois, j'ai pas du tout le cul entre deux chaises. Ouais. Ça va, tu vois, je suis très en paix avec cette double identité, cette double culture, parce que c'est moi et il n'y a pas de... Il y a aucun conflit, tu vois, il n'y a pas de... Et le fait que ce soit naturel pour toi, c'est aussi une réponse en vrai. C'est une réponse, le fait que toi, tu vois pas qu'il y a un conflit ou que c'est juste naturel pour toi de baigner dans les deux cultures, c'est aussi une réponse. Hein, c'est pas... Ouais, mais tu vois, c'est une chance, parce que moi, j'ai vraiment grandi comme ça, je suis née comme ça, tu vois. Il n'y a rien, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de choix. Ouais, je comprends très bien. Je comprends très bien. J'ai beaucoup lu tes chroniques, donc tel quel, quand j'étais étudiant au Maroc. Après avoir du coup passé 2 ans en France, j'ai étudié au Maroc, et j'ai l'impression que après c'est mon impression encore une fois. Non, mais elles sont très cool ces impressions. J'ai l'impression que tu retranscrivais tout ce qui me passait par ma tête à moi. Ah, c'est gentil. J'ai le sentiment que en fait c'est des chroniques qui parlent de ce qui se passe au Maroc, certes, mais avec un regard un peu extérieur, un regard qui a été nourri par autre chose, qui a vécu dans un autre contexte. Tu vois, je sais pas si par exemple j'avais lu tes chroniques sans avoir vécu en France, par exemple moi, je parle pour moi, peut-être je les aurais perçus autrement en fait. Mais le fait que j'ai passé par exemple un moment en France et que je sois retourné au Maroc et que j'y vive et que je lise tes chroniques, tu retranscrivais ce que je pensais. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu retranscrivais ce que je pensais. En fait, c'était quoi l'idée de départ pour ces chroniques-là? Alors, à la base, il y a quelques années maintenant déjà, à la base, donc, c'est fait à RAP, à l'époque directeur de la publication de Tel Quel, qui me propose cette chronique et on réfléchit un peu ensemble. Et l'idée, c'est de créer un petit personnage. Tu sais, je ne dis pas je. Hein, Oui. Personnage qui tutoie ce petit personnage. Donc, c'est une fille qui a à peu près mon âge, on va dire, qui vit dans une grande ville. La ville n'est pas citée, jamais citée, mais c'est clairement une grande ville. Elle est en milieu urbain.
Elle a pas mal de pouvoir d'achat. Elle vient d'un microcosme, vraiment. Elle vient d'un petit monde, d'une petite bulle, et elle le sait. Et l'idée, c'était de donner le point de vue de ce personnage à partir de cette bulle-là et d'assumer complètement que ça vienne de cette bulle-là. Parce que ce microcosme existe. Au début, j'ai reçu pas mal de critiques. J'ai reçu plein de messages cool et c'est génial, mais j'ai reçu pas mal de critiques. Oui, mais c'est pas la réalité, c'est pas ça la majorité du Maroc. Mais je ne suis pas sociologue et puis c'est une chronique, donc c'est pas grave en fait. C'est pas. Ouais. Et c'est une chronique et ça, c'est donc un point de vue. C'est pas nécessairement le mien, mais c'est le point de vue de ce personnage qui regarde la société. Alors évidemment que ce personnage-là et tout son environnement, parce qu'elle a une famille, elle a une tante, elle a un cousin, enfin il y a une galerie de portraits qui sont les mêmes. Meilleure amie. Elle a Zi, sa meilleure amie, elle a sa mère, son père, et des cousines, des cousins, et tout ça, ils existent. Alors évidemment que ce n'est pas la majorité. Qu'est-ce qu'est la majorité? Enfin voilà, mais c'est juste raconter la société ou des faits de société avec le point de vue pris d'ici. Ouais. Donc voilà, c'était un peu ça, et c'est aussi un point de vue féminin, et ça faisait partie du deal de départ avec Tel Quel, et je suis très reconnaissante envers Tel Quel. C'est une vraie chance d'avoir, dans un pays où la liberté d'expression n'est pas un acquis, ou même on pourrait croire qu'elle se réduit, et elle se réduit, clairement, la liberté d'expression se réduit, et d'avoir toutes les semaines, une absolue liberté de dire ce qu'on veut et de défendre ce qu'on veut. Et je suis quand même très, très reconnaissante envers Tel Quel de me permettre ça, parce que c'est un très beau cadeau. On m'a offert un bel emplacement dans le magazine. C'est un bel endroit où je suis heureuse de faire ça, mais je suis aussi très reconnaissante qu'on me permette de le faire. Ouais. En fait, ma question aussi, c'est comment tu fais pour... En fait, c'est trouver cette inspiration semaine après semaine. Non, en plus, c'est un vrai travail. Et puis moi, je suis pas du tout un génie, donc c'est très laborieux. Tu vois, ça me prend du temps. C'est pas un truc, c'est pas un truc fait facilement. Mais merci pour tes compliments. Mille merci. Je sais pas du tout quoi te répondre. Du coup, je sais pas trop quoi dire. Écoute, il y a l'actu quand même qui est souvent assez gratiné. Donc ça, c'est... Non, ouais, il y a un mix, il y a un peu d'observation, et c'est un monde que je connais. Hein. C'est aussi c'est un monde que je connais, où c'est la caricature d'un monde que je connais, où c'est une partie d'un monde où c'est voilà. Et de toute façon, quand on se moque des choses, c'est qu'on est un peu ces choses-là. C'est ça. On se moque de ce qu'on est. Mais plutôt non. En plus, je me moque pas. C'est pas vrai. Je me moque pas, mais et puis ouais, l'actu, ça, c'est un prétexte pour donner un point de vue. Donc, sur certains sujets qui moi, personnellement, m'énervent beaucoup, j'ai la chance de pouvoir y distiller. C'est jamais exactement mon point de vue exprimé comme... mais sur certains sujets de société qui, pour moi, sont nécessaires, comme la liberté de conscience, la liberté d'aimer qui on veut, comme on veut. Pour moi, à partir du moment où on est entre deux adultes consentants, la loi, le législateur n'a pas à se mêler de ce qui se passe dans nos culottes et dans nos cœurs. Donc, il ne s'agit pas de morale. Et la liberté de conscience, la liberté de disposer de son corps en tant que femme, le droit à l'avortement, mon opposition farouche et viscérale à la peine de mort. Voilà, c'est aussi mon avis, et je me sers pas, mais je l'exprime à travers ça, et ou les choses qui me révoltent. En ce moment, il y a des procès absolument iniques qui sont menés, notamment contre Omar Hadi et Souleymane Raissouni. Et c'est très, très grave ce qui se passe, parce que c'est de la liberté d'expression qu'il s'agit, et c'est grave, c'est dangereux, des simulacres de plein de choses. Et c'est important d'en parler, justement. Ouais, je pense, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Mais tant mieux, en vrai, je continue à te lire de toute façon très régulièrement. Écoute, merci. Putain, c'est la grosse pression. Oh là là, tu vois, tu m'as mis la pression pour celle qui vient. Ah. J'ai vu que tu étais, enfin, je sais pas si une grande fan, mais une fan de foot. J'ai lu quelque part, je sais plus. Est-ce que tu supportes un club en particulier, ou vraiment tu suis parfois, je sais pas, les matchs du Maroc, de la France? Je vois tes stories parfois, tu exprimes des déceptions, des victoires. J'adore le foot. J'adore le foot. C'est une puissante usine à bonheur, à émotion, à déception, du coup. Et non, j'adore, j'aime le foot profondément. Et non, je suis supportrice de la Juventus de Turin et du PSG. Trop bien. Et du Wydad.
Faut pas oublier. Faut surtout pas oublier, qui vient de signer une jolie victoire. Le but est très très beau. 93e minute, c'était comme des fous les Algérois. Folie ça aussi. Non, mais ouais, je supporte. Ouais, j'aime le foot. C'est génial le foot. Oui, je peux être que d'accord. Oui. Trop bien. C'était ma dernière question. En vrai, merci Fatem. C'était très cool. Bah, merci à toi, Tina. C'était très cool ce moment passé ensemble et à bientôt peut-être. Bah, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.